Je m'appelle Alisa, j'ai 38 ans et pendant 15 ans, j'ai été la chef invisible derrière chaque fête de famille. Dinde de Thanksgiving, jambon de Noël, gâteau d'anniversaire, tout y est passé. J'ai passé des milliers d'heures à cuisiner pendant que ma famille se créait des souvenirs sans moi. Aucune photo de vacances n'incluait mon visage. Juste des chaises vides où j'aurais dû être. L'année dernière, quelque chose en moi a finalement craqué. Maintenant, alors que je suis assis sur cette plage mexicaine le jour de Noël, mon téléphone éteint, je peux presque entendre la panique à la maison alors qu'il fixe une dinde congelée. Dites-moi d'où vous regardez. Et si vous vous êtes déjà senti pris pour acquis, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pendant que je vous raconte comment j'ai finalement trouvé ma place à table. En grandissant en tant qu'aîné de ma famille, j'ai été confronté à des attentes qui semblaient inoffensives au début. J'étais la responsable, celle qui avait toujours tout sous contrôle. Né et élevé dans le Connecticut, j'ai choisi d'aller à l'université à seulement 30 minutes de chez moi, me spécialisant en design graphique mais trouvant une joie inattendue dans le cours facultatif d'art culinaire que j'ai suivi pour remplir mon emploi du temps. Ma famille a toujours été ce qu'on pourrait appeler traditionnellement dysfonctionnel. Mon père, Gérald, est un comptable silencieux qui se réfugie derrière son journal lorsque les émotions sont fortes. Ma mère, Martha, fait de son mieux, mais la cuisine n'a jamais été son point fort. En grandissant, nos repas étaient soit brûlés, fades, soit tout droit sortis du rayon surgelé. Ma sœur Jane, de 4 ans ma cadette et la beauté de la famille, a toujours été l'athlète vedette et la reine de la soirée. Elle travaille maintenant dans les relations publiques, un travail qui semble consister principalement en déjeuners élégants et en cocktails, selon son Instagram. Puis il y a mon frère Patrick, de 8 ans mon cadet, le bébé de la famille qui n'a en quelque sorte jamais cessé d'être traité comme tel. Il travaille dans la technologie, gagne 2 fois mon salaire, mais apporte toujours son linge à maman quand il vient en visite. Au-dessus de nous tous plane ma grand-mère, Evelyne, une femme qui croit que la valeur d'une femme se mesure à sa capacité à gérer un ménage. Elle habite à seulement 15 minutes de mes parents et dîne avec eux tous les dimanches sans faute. Mon parcours pour devenir la chef de famille a commencé assez innocemment. Pendant mes études, j'ai découvert une passion pour la cuisine grâce à ce cours facultatif. J'ai commencé avec des recettes simples, puis j'ai commencé à suivre des ateliers de week-end supplémentaires dans une école de cuisine locale. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à créer quelque chose qui rassemblait les gens, à maîtriser des techniques qui transformaient des ingrédients de base en quelque chose de spectaculaire. La première fois que j'ai cuisiné un dîner de Thanksgiving, c'était à 23 ans. Maman avait attrapé la grippe et grand-mère Evelyne rendait visite à sa sœur en Floride. Papa a suggéré de commander dans un restaurant, mais je me suis porté volontaire pour cuisiner à la place. J'ai passé des jours à rechercher des recettes, à préparer les ingrédients et à tout chronométrer parfaitement. Quand la famille s'est réunie autour de cette table, leurs réactions ont été tout simplement magiques. Papa a en fait posé son journal et a dit que c'était la meilleure dinde qu'il ait jamais goûtée. Jane, qui était généralement trop cool pour complimenter qui que ce soit, a demandé ma recette de sauce au canneberge. Même Patrick, alors un difficile de 15 ans, a nettoyé son assiette. La fierté que j'ai ressentie était indescriptible. Pour une fois, je n'étais pas seulement la sœur aînée responsable, mais quelqu'un qui avait créé quelque chose digne d'éloge. Maman s'est suffisamment remise pour nous rejoindre à table, et elle m'a serré fort dans ses bras en me chuchotant que j'avais sauvé Thanksgiving. Ce moment, ce sentiment d'être vraiment apprécié, était enivrant. À l'époque, je sortais avec Evan, un étudiant en journalisme qui ambitionnait de parcourir le monde. Il m'a aidé ce premier Thanksgiving, à hacher des légumes et à faire la vaisselle pendant que je cuisinais. Mais même à ce moment-là, il a remarqué quelque chose que j'étais trop aveugle pour voir. Ils ont vraiment apprécié ta cuisine, a-t-il dit alors que nous faisions la vaisselle après que tout le monde soit allé dans le salon pour regarder le football. Ils ont adoré, ai-je dit, toujours sur un nuage de leur louange. Fais juste attention, a-t-il prévenu. Tu ne veux pas devenir la chef désignée des vacances pour toujours. J'ai ri. J'aime cuisiner, et honnêtement, ça m'a fait du bien de contribuer à quelque chose de spécial. Evan m'a juste jeté un regard que je n'ai pas pu déchiffrer, puis a dit, assure-toi simplement qu'ils apprécient ce qu'il y a derrière. Tout, pas seulement la nourriture dans leurs assiettes. Si seulement je l'avais écouté plus attentivement. Si seulement j'avais reconnu l'avertissement dans ses paroles. Mais j'avais 23 ans, désireuse de plaire et désespérée de l'approbation de ma famille.
Ce Thanksgiving a créé un précédent qui allait définir ma relation avec ma famille pour les 15 années suivantes. Je ne savais pas que ma volonté de cuisiner un repas se transformerait en une attente tacite qui consumerait d'innombrables week-ends, vacances et jours de congé. Je ne savais pas que ma famille en viendrait à me voir non pas comme une fille ou une sœur qui cuisinait, mais comme la cuisinière qui se trouvait être de leur famille. Avec le recul, je vois si clairement le chemin qui m'a mené ici. Mais le recul, comme on dit, est parfait. À l'époque, tout ce que je voyais, c'était l'occasion d'être précieuse, d'être nécessaire, d'être irremplaçable. Je ne réalisais tout simplement pas le coup. Ce qui a commencé comme une mission de sauvetage ponctuelle pour Thanksgiving s'est rapidement transformé en un rôle régulier. Le Noël suivant, maman a mentionné avec désinvolture que puisque ma dinde avait été un tel succès, je voudrais peut-être m'occuper à nouveau du repas des fêtes. J'ai accepté avec enthousiasme, passant des semaines à planifier le menu parfait. L'année suivante, il était simplement supposé que je cuisinerais pour toutes les grandes fêtes. Thanksgiving, Noël, Pâques, les barbecues du 4 juillet et même les anniversaires familiaux sont tous devenus ma responsabilité. Personne ne m'a réellement demandé si je voulais continuer cette tradition, c'est simplement devenu une attente. Au cours de ces 5 premières années, la transformation a été subtile mais complète. J'ai progressivement pris en charge non seulement la cuisine, mais aussi toutes les tâches associées, créer le menu, faire les courses pour les ingrédients, dresser la table avec des décorations saisonnières et, bien sûr, les montagnes de nettoyage après, tout cela pendant que ma famille s'amusait, prenait des photos ensemble et se créait des souvenirs qui ne m'incluaient pas. Evan, qui avait initialement soutenu mes aventures culinaires, a commencé à être frustré par le temps que je consacrais au repas de famille. Nous n'avons pas passé de matin de Noël ensemble depuis 3 ans, a-t-il souligné un jour de décembre alors que je me préparais à quitter notre appartement à 5 heures du matin pour commencer à cuisiner chez mes parents. Ma famille compte sur moi, ai-je expliqué en emballant mon plat à rôtir spécial et ma pâte à pain maison qui avait levé toute la nuit. Mais et nous? Et la vie que nous essayons de construire, a-t-il demandé en désignant notre petit mais confortable appartement. J'ai l'impression que ta famille a le meilleur de toi, et que j'ai ce qui reste d'énergie. La dispute s'est envenimée, Evan finissant par dire des mots qui ont piqué mais qui contenaient une vérité que je n'étais pas prête à entendre. Ils ne t'apprécient pas, Alisa. Ils apprécient ce que tu fais pour eux. Il y a une différence. 3 mois plus tard, Evan et moi avons rompu. Il avait reçu une offre d'emploi à l'étranger, et quand il m'a demandé d'envisager de partir avec lui, je ne pouvais pas imaginer laisser ma famille sans leur chef des fêtes. Avec le recul, j'ai réalisé que cette décision a marqué un tournant. J'ai choisi un rôle plutôt qu'une relation. J'ai choisi l'obligation plutôt que l'opportunité. Au fil des ans, mes efforts sont devenus de plus en plus élaborés. Pour Thanksgiving, je testais de nouvelles recettes des semaines à l'avance. Pour Noël, je passais des jours à faire des biscuits et des gâteaux à partir de rien. Chaque Pâques apportait des œufs décorés à la main et des brioches de carême maison. Je restais debout jusqu'à 2 ou 3 heures du matin pour préparer, puis je me levais à l'aube pour continuer à cuisiner. Le fardeau financier m'incombait également entièrement. Alors que ma famille contribuait un peu d'argent pour les ingrédients, il ne couvrait jamais le coût total des articles de première qualité que j'achetais pour rendre chaque repas spécial, la dinde fermière biologique, les fromages affinés, les fruits hors saison pour mes tartes signature, sans parler du matériel spécialisé dans lequel j'ai investi au fil des ans, le batteur sur socle, le robot culinaire, le jeu de couteaux allemands qui coûtait près de $1000. La réaction de ma famille à tous ces efforts est restée frustrante et constante. Ils complimentaient la nourriture, bien sûr. Papa se tapotait le ventre et déclarait que c'était un autre triomphe. Maman disait à ses amis à quel point sa fille était talentueuse. Jane prenait des photos de la table pour ses réseaux sociaux. Patrick se resservait abondamment et demandait des restes à emporter. Mais personne n'a jamais offert une aide substantielle. Oh, il pouvait demander s'il pouvait faire quelque chose 15 minutes avant l'arrivée des invités, quand tout était essentiellement terminé, mais personne ne s'est jamais porté volontaire pour faire les courses, préparer ou s'occuper du nettoyage sans y être spécifiquement invité. J'ai essayé de laisser entendre que j'avais besoin d'aide. Cette dinde est si lourde, j'ai failli me casser le dos en la portant, disais-je. Ou, je suis debout depuis 12 heures d'affilée. Les réponses étaient toujours les mêmes, des bruits de sympathie suivis d'absolument aucune action. C'est mon amie Sophia qui a été la première à souligner à quel point la situation était devenue malsaine. Elle est venue le lendemain d'un Thanksgiving, me trouvant épuisé sur mon canapé, me remettant encore de la cuisine pour 18 personnes.
Tu as l'air mal en point, a-t-elle dit sans embâge, en examinant mon apparence débraillée. Merci, ai-je marmonné, trop fatigué pour même faire semblant d'être offensé. Non, je suis sérieuse. Ce n'est pas normal, Alisa. Tu as passé 3 jours à cuisiner pour des gens qui n'ont même pas pris la peine de t'aider à nettoyer après. Qui fait ça? C'est juste ma famille, ai-je essayé d'expliquer. Sophia a secoué la tête. Non, c'est comme ça qu'ils sont avec toi parce que tu le permets. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu continues à te faire ça? Je n'avais pas de réponse à l'époque, mais sa question a planté une graine qui mettrait des années à germer complètement. Pourquoi est-ce que je continuais à faire ça? Était-ce de l'amour, de l'obligation, un besoin désespéré d'approbation, ou étais-je simplement tombé dans une routine trop difficile à briser? Au fil des ans, ma carrière a commencé à décoller. Après être passé de conceptrice junior à chef de projet dans une agence de design réputée, je me suis retrouvé à jongler avec des responsabilités professionnelles de plus en plus exigeantes parallèlement à mes obligations familiales auto-imposées. Les clients attendaient des réponses immédiates à leurs courriels. Les échéances se profilaient constamment. Mon équipe comptait sur moi pour des conseils et des solutions. Entre ma carrière exigeante et mon rôle de chef de famille, ma vie personnelle s'est flétrie. Les rencontres sont devenues presque impossibles. Qui veut sortir avec quelqu'un qui disparaît à chaque fête et passe la plupart de ses week-ends à tester des recettes? Mon appartement, bien que joliment décoré, ressemblait plus à une zone de préparation pour les événements familiaux qu'à un foyer. Des livres de cuisine remplissaient mes étagères. Du matériel de cuisine spécialisé occupait chaque espace de rangement disponible. Mon réfrigérateur était perpétuellement rempli d'ingrédients pour la prochaine réunion de famille plutôt que de la nourriture que je voulais manger. L'équilibre est devenu particulièrement tendu lorsque ma sœur Jane s'est fiancée à Kyle, un charmant directeur marketing qu'elle a rencontré au travail. La fête de fiançailles est devenue ma responsabilité sans que personne ne le demande explicitement. Maman a simplement appelé et a dit, Jane veut ses amuse-gueules préférées pour la fête de fiançailles. Tu sais, ces petites choses en pâte feuilletée avec du brie? Oh, et pourrais-tu faire une table de dessert? La mère de Kyle est très impressionnée par ce genre de choses. J'ai passé 3 week-ends à préparer cette fête, créant un buffet élaboré pour 40 invités. Le matin de l'événement, je suis arrivé 6 heures à l'avance pour tout mettre en place. Au moment où les invités sont arrivés, j'étais déjà épuisé mais j'ai tenu bon, réapprovisionnant les plateaux et ajustant les présentations pendant que tout le monde célébrait. Pendant le toast, Jane a remercié tout le monde d'être venu. Elle a remercié les parents de Kyle de l'avoir accueilli dans leur famille. Elle a remercié nos parents de l'avoir élevé. Elle a même remercié le chien de la famille d'être mignon sur les photos. Pas une seule fois elle ne m'a mentionné, ni la nourriture que j'avais passé des semaines à préparer. Plus tard, alors que maman rassemblait tout le monde pour les photos, je me suis tenu maladroitement sur le côté, attendant d'être incluse. Alisa, pourrais-tu régler la lumière? Il y a un reflet, a crié maman. J'ai réglé la lampe, m'attendant ensuite à rejoindre la photo de famille. Au lieu de cela, maman a examiné l'image sur son téléphone et l'a déclarée parfaite. Je suis resté derrière l'appareil photo, invisible une fois de plus. Cette nuit-là, alors que je chargeais les restes dans des contenants pendant que tout le monde continuait de célébrer dans le salon, j'ai rencontré Robert. C'était le cousin de Kyle, récemment installé dans la région, et il s'était égaré dans la cuisine à la recherche d'un verre. Vous devez être Alisa, a-t-il dit en s'appuyant contre le comptoir. La chef dont j'ai tant entendu parler. J'ai levé les yeux, surprise. Quelqu'un m'a mentionné? Il a souri. Kyle a dit que sa future belle-sœur préparait la meilleure nourriture qu'il ait jamais goûtée, mais il a omis de mentionner à quel point la chef était jolie. Dans des circonstances normales, j'aurais peut-être levé les yeux au ciel devant une telle réplique. Mais après une journée à me sentir invisible, cette simple reconnaissance était désarmante. Nous avons parlé pendant que je nettoyais, Robert retroussant ses manches pour aider sans qu'on le lui demande. Il a posé des questions sur ma cuisine, mon travail, mes centres d'intérêt en dehors de ces 2 domaines. Alors, vous faites ça souvent? Le service de traiteur à une seule femme, a-t-il demandé en séchant un plat de service. Pour chaque événement familial, ai-je admis. Et ça vous plaît? La question m'a prise au dépourvu. Est-ce que ça me plaisait encore? La cuisine elle-même? Oui. L'appréciation de la bonne nourriture? Absolument. Mais l'épuisement, l'invisibilité,
le fait d'être prise pour acquise. J'ai réalisé que je ne m'étais jamais vraiment posé cette question. Avant, oui, ai-je finalement dit. Maintenant, je ne suis plus si sûr. Robert a hoché la tête pensivement. Ma mère était comme vous. Elle faisait tout pour tout le monde jusqu'à ce qu'elle fasse une dépression à la fête du 50e anniversaire de mon père. Elle s'est juste mise à pleurer en coupant le gâteau. C'est à ce moment-là que notre famille a réalisé que nous devions redistribuer le travail émotionnel. Le travail émotionnel, ai-je répété, en testant l'expression. Tout le travail invisible qui consiste à faire en sorte que les gens se sentent pris en charge, a-t-il expliqué. Se souvenir, planifier, anticiper les besoins. Les femmes ont tendance à en faire la plus grande partie, et les hommes ont tendance à ne pas le remarquer. Il a souri penaud. J'étais aussi coupable que n'importe qui jusqu'à ce que la dépression de maman change complètement ma perspective. Nous avons échangé nos numéros avant son départ, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti vu d'une manière qui n'avait rien à voir avec ce que je pouvais fournir ou produire. Les mois suivants ont apporté 3 événements familiaux majeurs qui ont encore cristallisé mon insatisfaction croissante, le 60e anniversaire de maman, Thanksgiving et Noël. Pour chacun d'eux, le schéma s'est répété avec une intensité croissante, des demandes plus élaborées de la part des membres de la famille, des changements de dernière minute pour accommoder les préférences de chacun, plus d'épuisement et moins de reconnaissance. Pour l'anniversaire de maman, j'ai créé un repas 5 services pour 20 personnes, y compris ses amis du club de bridge et des parents éloignés que je connaissais à peine. J'ai passé 2 mois à planifier et à tester des recettes. La semaine précédente, j'ai pris 3 jours de congé pour préparer et cuisiner. Pendant la fête, j'ai manqué le toast à ma mère parce que j'étais dans la cuisine en train de dresser les desserts. Quand quelqu'un m'a finalement apporté une part du gâteau que j'avais fait, la fête touchait à sa fin et maman ouvrait ses cadeaux. Je me suis assise seule à la table de la salle à manger débarrassée, mangeant un gâteau qui avait tiédi et regardant ma mère s'exclamer devant des cadeaux que d'autres avaient simplement achetés alors que j'avais donné des semaines de ma vie. Thanksgiving a été pire. J'avais un projet important à rendre le lundi suivant, ce qui signifiait que je devais cuisiner tout en gérant des contrôles à distance avec mon équipe. Lorsque la dinde a mis plus de temps que prévu à cuire, Patrick s'est plaint bruyamment d'avoir faim. Jane a fait des commentaires pointus sur le fait que la sauce au canneberge était différente cette année, son ton laissant entendre que ce n'était pas un compliment. Papa s'est endormi immédiatement après avoir mangé, et maman a passé la majeure partie du repas à discuter des préparatifs du mariage de Jane. À l'approche de Noël, je me suis surprise à redouter plutôt qu'à anticiper les fêtes. La joie que j'avais autrefois trouvée à créer des repas spéciaux avait été ensevelie sous des années d'efforts non reconnus. J'étais fatigué, jusqu'à la moelle, une fatigue qui me rongeait l'âme. Robert et moi sortions ensemble régulièrement depuis la fête de fiançailles. Il a remarqué mon anxiété croissante à l'approche de Noël. Tu sais, tu pourrais dire non, a-t-il suggéré un soir alors que je faisais frénétiquement des listes d'ingrédients dont j'aurais besoin. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Tu ne comprends pas ma famille. Dire non n'est pas une option. C'est toujours une option, a-t-il dit doucement. C'est juste que ça ne semble pas en être une parce que tu ne l'as jamais exercée. Ces paroles sont restées avec moi, plantant une autre graine à côté de celle que Sophia avait semée des années plus tôt. Pourrais-je dire non? Que se passerait-il si je le faisais? Ma famille me verrait-elle enfin au lieu de simplement voir les repas que je produisais? Ou trouverait-il simplement quelqu'un d'autre pour remplir le rôle, me rendant non seulement invisible, mais aussi sans importance? Alors que je me lançais dans les préparatifs d'un autre repas de fête élaboré, j'ai commencé à me demander qui j'étais au-delà de ce rôle que j'avais créé. Étais-je encore la personne qui avait trouvé une telle joie lors de ce premier Thanksgiving réussi? Ou étais-je devenu quelqu'un de complètement différent, quelqu'un dont la valeur se mesurait en dinde parfaitement rôtie et en biscuits finement décorés, quelqu'un dont la place dans la famille était dans la cuisine, pas à table? Pour la première fois, je me suis permis d'imaginer des vacances où je ne serais pas épuisé, où je serais assise à table pendant tout le repas, où j'apparaîtrais sur les photos de famille, où je serais d'abord une fille et une sœur, et non la chef de famille. L'image était si étrangère, si impossible à imaginer, qu'elle a fait monter des larmes inattendues à mes yeux. Le Thanksgiving de l'année dernière a été le point de rupture, même si je ne l'ai pas reconnu comme tel au début de la journée. Je me suis réveillé avec de la fièvre et une toux sèche, des symptômes de la grippe qui circulaient dans mon bureau. Dans des circonstances raisonnables, j'aurais appelé pour annuler. N'importe qui d'autre se serait vu dire de se reposer et de se rétablir. Mais je n'étais pas n'importe qui.
J'étais la chef des fêtes, et les fêtes ne s'annulaient pas pour cause de maladie. J'ai donc pris des médicaments contre le rhume, j'ai préparé mes provisions et je suis allé chez mes parents, arrivant à 7 heures du matin avec une fièvre de 38,3. Tu n'as pas l'air bien, ma chérie, a dit maman en me voyant, le front plissé de ce qui semblait être de l'inquiétude. Je vais bien, ai-je menti en déballant les courses. Juste un peu patraque. Eh bien, essaie de ne pas tousser près de la nourriture, a-t-elle conseillé avant de me laisser seul dans la cuisine. Pendant les 8 heures suivantes, j'ai cuisiné en proie à des vagues de vertige et de frissons. Personne n'a proposé de m'aider, même si je luttais visiblement. Papa a passé la tête une fois pour demander quand le dîner serait prêt. Jane est arrivée avec Kyle et a immédiatement monopolisé l'attention de maman avec les détails du mariage. Patrick est arrivé avec 1 heure de retard, n'apportant que des plaintes sur la circulation. Grand-mère Evelyne est arrivée la dernière, inspectant la cuisine de son œil critique avant d'annoncer « ça sent différent cette année. Pas aussi bon. » Au moment où nous nous sommes assis pour manger, ma fièvre avait augmenté et je pouvais à peine goûter la nourriture que j'avais passé toute la journée à préparer. J'ai picoré mon assiette, trop malade pour apprécier le repas. Personne ne semblait le remarquer. Le moment qui m'a vraiment ouvert les yeux est survenu après le dîner. Tandis que la famille se retirait dans le salon pour le café et la tarte, j'ai commencé la tâche de plusieurs heures de nettoyage. En chargeant le lave-vaisselle, j'ai remarqué un album photo sur le comptoir, ouvert sur des photos du Noël dernier. Curieuse, j'ai commencé à le feuilleter. Page après page de célébrations de vacances s'étalant sur les 15 dernières années, dîner de Thanksgiving, matin de Noël, brunch de Pâques. Ma famille souriant autour de tables chargées de nourriture que j'avais préparée. Ma famille ouvrant des cadeaux que j'avais soigneusement sélectionnés. Ma famille se créant des souvenirs année après année. Ce qui m'a frappé avec la force d'une douleur physique, c'est mon absence sur ces images. 15 ans de vacances et j'apparaissais sur peut-être 5 photos, toujours en périphérie, souvent partiellement coupées, fréquemment prises dans des moments de travail peu flatteurs, transférant une dinde sur un plat, apportant le dessert, à mi-chemin du débarrassage de la vaisselle. J'étais un fantôme dans l'histoire des vacances de ma famille, assez présente pour créer le décor parfait pour leurs souvenirs, mais pas assez présente pour en faire réellement partie. Les mains tremblantes, j'ai apporté l'album dans le salon où ma famille riait de quelque chose que Patrick avait dit. « Maman », ai-je dit, ma voix étrange à mes propres oreilles. Je regardais cet album. Te rends-tu compte qu'il n'y a presque aucune photo de moi de toutes les vacances des 15 dernières années? La conversation s'est interrompue. Maman avait l'air confuse plutôt qu'inquiète. « Eh bien, tu es toujours occupée dans la cuisine, ma chérie, a-t-elle dit, comme si cela expliquait tout. Trop occupée pour être incluse dans les photos de famille. Trop occupée pour faire partie des souvenirs. Maman semblait sincèrement perplexe face à ma détresse. Mais tu fais ce que tu aimes. Tu es toujours si fière de ta cuisine. Avant que je puisse répondre, Patrick est intervenu avec ce qu'il pensait clairement être une observation utile. Détends-toi, sœurette. Chacun a son rôle dans la famille. Jane est la jolie, je suis le drôle, et tu es celle qui nous nourrit. C'est ton truc. La cruauté désinvolte de sa déclaration m'a frappé comme une gifle. N'étais-je donc que ça pour eux? Celle qui nous nourrit. Est-ce que 15 ans à consacrer mes vacances, à dépenser des milliers de dollars, à sacrifier mon temps personnel, mes relations et mon bien-être, tout cela se résumait à être réduite à une fonction plutôt qu'à une personne? J'ai regardé leur visage, la confusion de maman, le malaise de papa, l'impatience de Jane, l'inconscience de Patrick, la désapprobation de grand-mère. Et quelque chose en moi s'est finalement brisé, ou peut-être quelque chose a-t-il été finalement réparé. L'illusion qui m'avait maintenu piégé dans ce rôle s'est complètement brisée. J'ai refermé l'album photo et je l'ai posé sur la table basse. Je rentre à la maison, ai-je dit doucement. Je ne me sens pas bien. Mais nous n'avons pas eu de dessert, a protesté maman. Tu as fait ton cheesecake à la citrouille spéciale. Servez-le sans moi, ai-je dit en prenant mon manteau. Je suis sûr que vous pouvez vous débrouiller pour couper un cheesecake sans mon aide. Le trajet de retour a été un brouillard de l'armée de révélation. En arrivant, j'ai appelé Sophia, qui est venue immédiatement avec des médicaments, des mouchoirs et une oreille attentive. Je lui ai montré des photos de l'album sur mon téléphone, des photos que j'avais prises de la preuve physique de mon effacement. Oh, Alisa, a-t-elle dit doucement, comment n'as-tu pas vu ça avant? Je ne voulais pas, ai-je admis. Je pensais que si je faisais plus,
que je cuisinais mieux, que je faisais plus d'efforts, il finirait par me voir. Vraiment me voir. Plus tard dans la nuit, Robert a appelé pour savoir comment s'était passé le dîner. Au lieu du résumé poli habituel, j'ai craqué, lui racontant tout, la fièvre, les photos, la douloureuse prise de conscience qui couvait depuis 15 ans. J'arrive, a-t-il dit immédiatement. Quand il est arrivé, il m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais, puis m'a préparé du thé et des toasts, de simples gestes de soin qui signifiaient en quelque sorte plus que n'importe quel repas élaboré que j'ai jamais créé. Tu sais que ça ne peut pas continuer, a-t-il dit doucement. Et pour la première fois, j'ai su avec une certitude absolue qu'il avait raison. Quoi qu'il arrive ensuite, je ne pouvais pas redevenir la chef invisible, même si cela signifiait bouleverser 15 ans de tradition familiale, même si cela signifiait risquer ma place dans la famille. Non, ai-je convenu, ma voix plus forte que je ne l'aurais cru. Ça ne peut pas. 2 semaines avant Thanksgiving cette année, j'ai appelé ma mère. Mon cœur battait la chamade pendant que le téléphone sonnait, mais ma résolution est restée ferme. Maman, ai-je dit après nos banalités habituelles, je voulais te faire savoir que je ne cuisinerai pas pour Thanksgiving cette année. Une pause, puis un gloussement. Très drôle, Alisa. Maintenant, je pensais que nous devrions essayer cette nouvelle recette de choux de Bruxelles que tu as mentionnée le mois dernier. Je ne plaisante pas, maman. Je ne cuisine pas cette année. Je viendrai en tant qu'invité, mais je ne préparerai pas le repas. Une autre pause, plus longue cette fois. Mais tu cuisines toujours. C'est la tradition. C'est une tradition qui doit changer, ai-je répondu en m'efforçant de garder une voix stable. Depuis 15 ans, je passe toutes les fêtes dans la cuisine plutôt qu'avec la famille. J'ai manqué des conversations, des photos et des souvenirs parce que j'étais trop occupé à cuisiner, à servir et à nettoyer. Je ne peux plus le faire. Le ton de maman est passé de la confusion à l'alarme. Mais que mangerons-nous? Tu sais que je ne suis pas une grande cuisinière, et les restaurants sont tous complets des mois à l'avance. Tu ne peux pas nous annoncer ça à la dernière minute. Ce n'est pas la dernière minute, maman. C'est 2 semaines avant Thanksgiving, ce qui est amplement suffisant pour trouver une solution. Vous pourriez tous apporter des plats, commander un repas préparé dans une épicerie ou même aller dans un restaurant qui a encore de la disponibilité. C'est tellement inhabituel de ta part, Alisa, a-t-elle dit, sa voix prenant le ton déçu qui avait toujours été si efficace pour me faire reculer par le passé. Quelque chose ne va pas? Tu traverses une mauvaise passe? Oui, en fait. Je suis en train de réaliser que l'on m'a prise pour acquise pendant très longtemps. Je vous aime tous, mais j'ai besoin que les choses changent. L'appel s'est terminé avec maman toujours incrédule, convaincue que je changerais d'avis. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS clair à toute la famille, je ne cuisinerai pas pour Thanksgiving cette année. Je suis heureuse d'assister en tant qu'invité, mais la préparation du repas devra être gérée par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas négociable. Les réactions ont été rapides et variées. Papa a envoyé un bref texto, compris. Nous parlerons à ta mère. Au moins, il semblait accepter ma décision, même s'il n'offrait aucune reconnaissance de la raison pour laquelle elle était nécessaire. Jane a appelé immédiatement, incrédule. Qu'est-ce que c'est que ce drame? Tu sais que maman ne peut pas cuisiner un dîner de Thanksgiving, et je n'ai certainement pas le temps avec tous les préparatifs du mariage. Tu essaies de gâcher les vacances de tout le monde? J'essaie d'être réellement présente pour les vacances pour une fois, ai-je expliqué. Mais tu es toujours présente. Tu es littéralement dans la maison toute la journée. Être dans la maison n'est pas la même chose que de faire partie de la famille, Jane. Quand est-ce que j'ai été sur une photo de vacances pour la dernière fois? Quand est-ce que quelqu'un m'a aidé dans la cuisine ou même demandé si je voulais cuisiner? Quand est-ce que quelqu'un m'a remercié, non seulement pour la nourriture, mais pour les semaines de planification qui y ont été consacrées? Alors, il s'agit d'obtenir plus de compliments? Dis-le simplement au lieu de prendre Thanksgiving en otage. J'ai soupiré, réalisant qu'elle ne comprenait vraiment pas. Il ne s'agit pas de compliments, Jane. Il s'agit d'être apprécié en tant que personne, pas seulement en tant que prestataire de service. La réponse de Patrick a peut-être été la plus révélatrice. Il a appelé et a immédiatement offert ce qu'il pensait être une solution. Écoute, si c'est une question d'argent, je peux participer davantage cette année. Est-ce que $500 améliorerait les choses? 1000? Dis simplement ton prix. Il ne s'agit pas d'argent, Patrick,
bien que le fait que tu penses que mon temps et mes efforts peuvent simplement être achetés en disent long. Grand-mère Evelyne n'a pas appelé ni envoyé de SMS directement. Au lieu de cela, elle a transmis un message par l'intermédiaire de maman. Votre grand-mère dit qu'elle n'a jamais été aussi déçue de vous. Elle a élevé ses enfants dans le respect des traditions familiales. La pression a continué de monter au cours des jours suivants. Maman a organisé une conférence téléphonique familiale qui ressemblait plus à une intervention, chacun essayant à tour de rôle de me persuader de reconsidérer. Le moment est tellement mal choisi, s'est lamenté maman. Nous avons toujours compté sur toi pour ça. C'est exactement le problème, ai-je répondu. Vous avez compté sur moi sans m'inclure. Jane a essayé une approche différente. Est-ce que ça a à voir avec Robert? C'est lui qui te met ses idées en tête? Parce que s'immiscer dans les traditions familiales n'est pas une bonne image pour un nouveau petit ami. Cela n'a rien à voir avec Robert et tout à voir avec 15 ans d'invisibilité lors de mes propres réunions de famille. Patrick, toujours pratique, a fait une dernière tentative. Et si nous engagions de l'aide en cuisine? Tu pourrais superviser et quand même nous rejoindre pour le repas. Le but n'est pas de trouver une solution de contournement pour que je puisse encore faire la plupart du travail, ai-je expliqué, ma patience s'épuisant. Le but est de reconnaître que j'ai des sentiments et des besoins au-delà de l'accomplissement de ce rôle que vous m'avez assigné. En fin de compte, les réactions de ma famille n'ont fait que confirmer ce que j'avais commencé à soupçonner, ils appréciaient le service que je fournissais plus qu'ils n'appréciaient mon bonheur ou mon bien-être. Cette prise de conscience douloureuse a renforcé ma résolution plutôt que de l'affaiblir. 2 jours avant Thanksgiving, maman a appelé avec ce qu'elle pensait clairement être un rameau d'olivier. Nous avons décidé de commander une dinde précuite à l'épicerie, a-t-elle dit, son ton suggérant que je devrais être reconnaissante de cette concession. Mais nous aurons quand même besoin que tu viennes tôt pour tout réchauffer correctement et faire la sauce. Le magasin ne fournit pas de sauce. Maman, je ne viendrai pas tôt et je ne ferai pas de sauce. J'arriverai en même temps que tout le monde, en tant qu'invité. Je ne comprends pas pourquoi tu es si difficile à ce sujet, a-t-elle dit, la frustration évidente dans sa voix. Je sais que tu ne comprends pas, ai-je répondu tristement. Et c'est exactement le problème. Le jour de Thanksgiving est arrivé, et pour la première fois en 15 ans, j'ai fait la grasse matinée. Pas de réveil à l'aube pour commencer à cuisiner. Pas de course de dernière minute. Pas d'heure à hacher, rôtir et arroser. J'ai pris mon temps pour m'habiller, j'ai apporté une simple bouteille de vin comme contribution et je suis arrivé chez mes parents à l'heure du dîner. La scène qui m'a accueilli était un chaos à peine maîtrisé. La dinde précommandée était posée sur le comptoir, toujours dans son emballage. Maman s'affairait dans la cuisine, ouvrant et fermant les placards, cherchant clairement des ustensiles et des plats de service que j'avais toujours fournis. Papa a tenté de faire une sauce à partir d'un sachet, ce qui a donné une concoction grumeleuse et pâle. Jane et Kyle se tenaient maladroitement sur le côté, tous deux fixant leur téléphone plutôt que d'offrir leur aide. Patrick n'était nulle part en vue. « Oh, Dieu merci », a dit maman en me voyant. « Nous avons un petit problème avec la dinde. L'emballage dit qu'elle est entièrement cuite, mais elle est froide au milieu, et nous ne sommes pas sûrs de combien de temps la réchauffer. » Pendant un instant, j'ai senti l'attrait familier de la responsabilité, l'envie d'intervenir et de tout arranger, mais j'ai résisté. L'emballage devrait avoir des instructions de réchauffage, ai-je dit en gardant mon manteau. Où est Patrick? Il est allé chercher grand-mère, a répondu papa, toujours en train de remuer sa sauce ratée. Elle a refusé de venir quand elle a appris que tu ne cuisinerais pas, j'ai hoché la tête, sans surprise. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire en tant qu'invité? Mettre la table, peut-être? L'insistance sur en tant qu'invité n'a pas échappé à maman, qui a pincé les lèvres avant de hocher la tête en direction de la salle à manger. Ce serait utile, oui. Le dîner a été, pour le dire gentiment, un succès modeste. La dinde était un peu sèche, les accompagnements achetés en magasin étaient fades et la sauce grumeleuse est restée largement intacte. Mais pour la première fois en 15 ans, j'ai assisté à un repas de fête entier. J'ai participé aux conversations. J'étais présente pour le toast maladroit mais sincère de papa. J'ai même figuré sur la photo de famille que Jane a insisté pour prendre malgré tout. En aidant au nettoyage de base après, une courtoisie que tout invité offrirait, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de la culpabilité en voyant ma famille en difficulté, de la satisfaction d'avoir enfin fixé une limite, de la tristesse pour toutes les années perdues et de l'espoir que peut-être cette leçon difficile pourrait éventuellement conduire à un changement positif.
Quand je suis parti ce soir-là, maman m'a serré dans ses bras un peu plus longtemps que d'habitude. Ce n'était pas pareil sans ta cuisine, a-t-elle admis. C'était différent pour moi aussi, ai-je répondu. Mais c'était agréable d'être réellement à Thanksgiving pour une fois plutôt que de simplement le fournir. Elle s'est reculée, étudiant mon visage avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire. Cuisineras-tu pour Noël au moins? Ton père attend vraiment ton jambon avec impatience. Et c'est ainsi que j'ai su qu'un seul Thanksgiving ne suffisait pas à changer 15 ans de schéma bien ancré. La conférence téléphonique familiale, les messages déçus, le dîner maladroit, rien de tout cela n'avait vraiment pénétré l'incompréhension fondamentale au cœur de notre relation. Non, maman, ai-je dit doucement mais fermement, je ne cuisinerai pas non plus pour Noël. Ce que je ne lui ai pas dit alors, ce que je ne leur avais encore dit à aucun d'entre eux, c'est que je ne serais même pas présente à Noël cette année. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais fait des projets différents, des projets qui priorisaient mon bonheur plutôt que mon utilité, des projets qui montreraient à ma famille à quoi ressemblaient exactement les vacances sans leur chef prise pour acquise, des projets qui impliquaient une plage, un bon livre et absolument aucune cuisine. Dans les semaines qui ont suivi Thanksgiving, une trêve difficile s'est installée dans ma famille. Personne n'a directement mentionné mon refus de cuisiner, mais le courant de tension sous-jacent était impossible à ignorer. Maman appelait moins fréquemment. Papa envoyait ses habituels SMS laconiques sur des questions pratiques. Jane était absorbée par les préparatifs de son mariage, ce qui fournissait une excuse commode pour éviter des conversations plus profondes. Patrick, étonnamment, a été le seul à tendre la main de manière significative. Thanksgiving a été une révélation, a-t-il envoyé par SMS un soir. Je n'avais jamais réalisé tout le travail que demandent ces repas. Désolé de l'avoir pris pour acquis. C'était une petite reconnaissance, mais j'ai apprécié l'effort. Merci de l'avoir remarqué, ai-je répondu. Ça compte beaucoup. À l'approche de Noël, je sentais l'anxiété croissante de ma famille. Il semblait attendre que j'annonce que ma rébellion, comme l'avait appelée Jane, était terminée, que je reprendrais ma place légitime dans la cuisine, permettant aux traditions de vacances de revenir à la normale. Au lieu de cela, j'ai fait une annonce différente lors de notre prochain appel vidéo familial. Je voulais vous faire savoir que je ne serai pas présente à Noël cette année, ai-je dit en essayant de garder une voix neutre malgré les battements de mon cœur. J'ai d'autres projets. Le silence stupéfait qui a suivi a été rompu par maman. Quels autres projets pourraient bien être plus importants que Noël avec ta famille? Je vais au Mexique, ai-je simplement dit. Des vacances à la plage. J'ai déjà réservé le vol et le complexe hôtelier. Au Mexique pour Noël? Papa avait l'air sincèrement confus, comme si j'avais annoncé que je passais les vacances sur Mars. C'est ridicule, a interjeté Jane. D'abord tu as refusé de cuisiner pour Thanksgiving, et maintenant tu sautes complètement Noël. Quand es-tu devenu si égoïste? J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Je ne pense pas qu'il soit égoïste de vouloir profiter de vacances plutôt que de travailler pendant. Depuis 15 ans, je passe Noël à cuisiner pour tout le monde. Cette année, je choisis quelque chose de différent. Mais nous sommes une famille, a insisté maman, sa voix prenant une qualité blessée qui avait toujours été efficace pour me culpabiliser par le passé. Noël, c'est être ensemble. Oui, c'est vrai, ai-je convenu. Et depuis 15 ans, je n'ai pas vraiment été avec la famille pendant Noël. J'ai été dans la cuisine, séparé des conversations, de l'ouverture des cadeaux, de la création de souvenirs. Cette année, je donne la priorité à mon bien-être, et cela signifie prendre une vraie pause. Votre grand-mère sera dévastée, a ajouté maman, jouant sa carte la plus forte. J'appellerai grand-mère le jour de Noël, ai-je promis. Mais ma décision est prise. L'appel s'est terminé avec ma famille toujours dans divers états d'incrédulité et de mécontentement. Seul Patrick a offert un grognement, profite bien du soleil, je suppose. Ce que je n'avais pas mentionné pendant l'appel, c'est que je n'allais pas au Mexique seul. Robert avait initialement suggéré le voyage, le présentant comme une chance pour moi de vivre des vacances réellement reposantes plutôt qu'épuisantes. Quand il a demandé s'il pouvait se joindre à moi, il m'a semblé la chose la plus naturelle au monde de dire oui. À l'approche de Noël, la pression de ma famille s'est intensifiée. Maman a laissé des messages vocaux larmoyants sur les traditions brisées. Jane a envoyé des SMS passifs-agressifs sur l'égoïsme. Papa, dans sa seule contribution à la campagne, a simplement dit « Ta mère est très contrariée. Reconsidère. »
Même grand-mère Evelyne a appelé directement, chose qu'elle faisait rarement. De mon temps, a-t-elle commencé sans préambule, la famille passait en premier. Toujours. Cette notion moderne de se mettre en premier aurait été impensable. Les temps changent, grand-mère, ai-je répondu aussi doucement que possible. Et parfois, les traditions doivent aussi changer. Les traditions sont ce qui unit les familles, a-t-elle insisté. Sans elles, que sommes-nous? Sa question est restée avec moi après que nous ayons raccroché. Que étions-nous en tant que famille sinon nos traditions? Mais alors, une tradition était-elle encore significative si elle se faisait au détriment du bonheur d'une personne, si elle était maintenue par obligation plutôt que par joie? La veille de mon départ pour le Mexique, Robert est venu m'aider à faire mes valises. En pliant des vêtements d'été au milieu du mois de décembre, un étrange sentiment de libération m'a envahi. Tu sembles déjà plus légère, a observé Robert en plaçant ma crème solaire dans la trousse de toilette. J'ai l'impression de sortir de prison, ai-je admis. C'est terrible? Il a secoué la tête. C'est honnête. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu fais ce qu'il faut. Parfois, les gens ne reconnaissent pas les schémas jusqu'à ce qu'ils soient perturbés. Je ne fais pas ça pour leur donner une leçon, ai-je précisé, bien qu'une partie de moi se demande si c'était entièrement vrai. Je le fais pour moi. Bien sûr que tu le fais, a-t-il convenu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'en tireront pas de leçon de toute façon. Le matin de Noël m'a trouvé assise sur une plage immaculée, regardant le lever du soleil sur la mer des Caraïbes plutôt que de me tenir dans une cuisine chaude. Robert dormait paisiblement dans notre chambre, mais je m'étais levé tôt par habitude, mon corps toujours programmé pour la cuisine des fêtes même si mon esprit embrassait la liberté de s'en passer. J'avais éteint mon téléphone la veille au soir, voulant être pleinement présente pour cette nouvelle expérience. Maintenant, en sirotant un café du complexe, je me suis permis un moment de curiosité. Que se passait-il à la maison? Avait-il réussi à préparer un repas? Est-ce que grand-mère Evelyne se plaignait du changement de programme? Est-ce que maman faisait de mon absence tout un plat de sa déception? À 10 heures, j'ai brièvement allumé mon téléphone, avec l'intention de souhaiter un joyeux Noël à ma famille avant de retourner à ma journée paisible. Le flot de notifications a été immédiat et écrasant, 12 appels manqués de maman, 5 de Jane, même papa avait appelé 3 fois, un record pour mon père généralement peu enclin au téléphone. Les SMS étaient encore plus nombreux, leur ton évoluant de l'irritation à la panique au fil de la journée de Noël. Maman, 6h30, je t'ai appelé pour te souhaiter un joyeux Noël. J'espère que tu reconsidéreras et que tu rentreras à la maison. Jane, 8h45, maman est en larmes parce que tu n'es pas là. J'espère que tu profites bien de tes vacances à la plage égoïste. Patrick, 9h15, la dinde est encore congelée. Combien de temps pour la décongeler? Google dit des jours, mais ça ne peut pas être vrai. Maman, 10h30, on n'arrive pas à faire cuire cette dinde. Elle est encore crue au milieu, et les gens commencent à avoir faim. Papa, 11h45, ta mère est très contrariée. Le dîner ne se passe pas bien. S'il te plaît, appelle quand tu peux. Jane, 12h30, c'est une catastrophe. Personne ne sait comment faire une sauce. Grand-mère n'arrête pas de demander où tu es. Merci beaucoup. Alors que je parcourais les messages, Sophia a appelé. J'ai répondu, curieuse de savoir ce qui se passait d'un point de vue objectif. Tu ne vas pas croire ça, a-t-elle dit, un rire dans la voix. Je suis passé chez tes parents pour déposer un cadeau, et c'est le chaos absolu. Ton père regarde des vidéos YouTube sur la façon de découper une dinde. Ta mère est au bord des larmes parce que les pommes de terre sont grumeleuses. Jane boit du vin directement à la bouteille, et Patrick essaie de convaincre tout le monde que commander une pizza est un dîner de Noël parfaitement acceptable. Malgré moi, j'ai ri. Sont-ils vraiment si impuissants sans moi? Complètement, a confirmé Sophia. Votre grand-mère est assise dans le coin, soupirant périodiquement et disant des choses comme, de mon temps, les filles n'abandonnaient pas leur famille pour des vacances à la plage. C'est à la fois triste et hilarant. Tu crois que j'ai fait une erreur, ai-je demandé, soudainement incertaine. Pas du tout, a dit fermement Sophia. Ils avaient besoin de voir tout le travail que demandent ces repas que vous avez fournis en silence pendant des années, bien que je sois un peu inquiète qu'ils attrapent tous une intoxication alimentaire avec cette dinde pas assez cuite. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un SMS de groupe avec des instructions de base pour cuire la dinde en toute sécurité, faire une sauce simple et sauver des purées de pommes de terre grumeleuses.
J'ai ajouté, joyeux Noël à tous. J'espère que cette journée vous apportera joie et perspective. Puis j'ai de nouveau éteint mon téléphone et j'ai rejoint Robert, qui était maintenant réveillé et m'attendait sur la plage avec des fruits frais et des pâtisseries. Crise familiale ? A-t-il demandé en remarquant mon expression mitigée. Prise de conscience familiale, ai-je corrigé en acceptant l'assiette qu'il me tendait. Apparemment, le dîner de Noël est un désastre sans leur chef. Il a hoché la tête pensivement. Parfois, les gens ont besoin de ressentir l'absence de quelque chose pour vraiment en apprécier la présence. Ça ressemble étrangement à une carte de vœux, l'ai-je taquiné. Coupable, a-t-il admis avec un sourire. Mais ça n'en est pas moins vrai. Le reste de nos vacances a été tout ce que j'avais espéré et plus encore. Nous avons nagé dans une eau cristalline, exploré les marchés locaux, mangé de délicieux plats préparés par d'autres et fait la grasse matinée tous les matins. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai vécu des vacances qui m'ont laissé reposer plutôt qu'épuisé. Plus important encore, j'ai renoué avec des parties de moi-même qui avaient été éclipsées par mon rôle de chef de famille. J'ai redécouvert mon amour de la lecture, dévorant 3 romans en une semaine. J'ai esquissé le magnifique paysage, faisant appel à des talents artistiques que j'avais négligés. J'ai eu des conversations qui ne tournaient pas autour de la planification des menus ou des substitutions d'ingrédients. Notre dernière nuit au Mexique, Robert et moi nous sommes promenés le long de la plage au coucher du soleil. Le ciel flamboyait de couleurs si vives qu'elles semblaient presque artificielles, comme quelque chose d'un rêve plutôt que de la réalité. J'ai réfléchi, a dit Robert en s'arrêtant pour me faire face. Cette semaine a été merveilleuse, mais elle m'a aussi rendu triste. Triste ? Pourquoi, ai-je demandé, inquiète. Parce que j'ai vu une version différente de toi ici, détendue, enjouée, pleinement présente. Ça me fait réaliser à quel point tu te cachais derrière ce personnage de chef, combien de parties de toi ta famille n'a jamais pris la peine de voir. Son observation m'a frappé avec une force inattendue. Il avait raison. La Lisa sur cette plage était différente de la Lisa qui passait les vacances coincée dans une cuisine. Elle riait plus facilement, parlait avec plus d'assurance, prenait plus de place dans le monde. J'aime cette version de toi, a poursuivi Robert en me prenant les mains, et je veux aider à faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas quand nous rentrerons à la maison. En le regardant dans les yeux, j'ai su avec une clarté soudaine que, quoi qu'il arrive avec ma famille à mon retour, je ne pouvais et ne voulais pas redevenir la chef invisible. Cette version de moi avait fait son temps. Il était temps que la vraie Alisa prenne sa place à table, que ma famille soit prête pour elle ou non. Rentrer à la maison après le voyage au Mexique, c'était comme entrer dans une autre dimension. Mon appartement semblait plus petit, ma routine contraignante après la liberté de la plage. Mais quelque chose de fondamental avait changé en moi. Je portais la paix de ces vacances comme une boussole intérieure, me guidant vers une façon d'être plus authentique. Ma famille, sans surprise, avait ses propres perspectives sur ce qu'ils appelaient mon abandon de Noël. J'avais à peine défait mes valises que maman a appelé, demandant si nous pouvions nous voir pour un café. Son ton était différent, moins exigeant, plus hésitant, et ma curiosité a vaincu ma réticence. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près de mon appartement. Maman avait l'air fatiguée, du genre de lassitude profonde que je ne connaissais que trop bien après mes années de chef des fêtes. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit après nos salutations maladroites, reposée. « Je le suis », ai-je admis. Les vacances étaient exactement ce dont j'avais besoin. Elle a hoché la tête, faisant tourner sa tasse de café en petits cercles. Noël a été une catastrophe, a-t-elle dit sans embâche. La dinde n'était pas assez cuite, les accompagnements étaient fades et ta grand-mère s'est plainte pendant tout le repas. J'ai attendu, m'attendant à des reproches, me préparant à la culpabilisation qui allait inévitablement suivre. Au lieu de cela, maman m'a surprise. Je n'avais jamais réalisé tout le travail que tu mettais dans ces repas, a-t-elle poursuivi. Combien d'heures, combien de planification, combien de soins. Nous avons essayé de suivre des recettes, mais rien n'a marché. À la fin de la journée, j'étais épuisé rien que pour ce repas. Et tu l'as fait pour chaque fête pendant 15 ans. La reconnaissance, si longtemps attendue, m'a presque fait monter les larmes aux yeux. Oui, ai-je simplement dit. Je l'ai fait. Je suis désolé, Alisa, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Nous t'avons prise pour acquise. Je t'ai prise pour acquise, et je ne me suis jamais arrêté pour réfléchir à ce que tu ressentais, coincé dans la cuisine pendant que nous profitions des vacances. Ces excuses étaient imparfaites.
Il y avait encore une note d'apitoiement sur elle-même dans sa voix, un soupçon de « regarde à quel point nous avons souffert sans toi », mais c'était sincère, et c'était plus de réflexion que je n'en avais vu de sa part depuis des années. « Merci de dire ça », ai-je répondu. « Ça me fait beaucoup de bien de l'entendre. »« Ton père veut aussi s'excuser », a-t-elle ajouté. « Il se sent mal de ne jamais avoir aidé pour les repas. Il ne savait tout simplement pas comment faire. » Ne pas savoir comment faire n'est pas une excuse pour ne jamais apprendre, ai-je souligné, ne voulant pas les laisser s'en tirer si facilement. Tu as raison, a convenu maman, me surprenant à nouveau. Et c'est pourquoi il s'est inscrit à un cours de cuisine de base au centre communautaire. Il dit qu'il est temps qu'il apprenne à faire plus que des toasts et des céréales. L'image de mon père avec son journal perpétuel et sa résistance au changement assistant à un cours de cuisine était si inattendue que j'ai éclaté de rire. Je paierais cher pour voir ça. Maman a souri, un vrai sourire qui a atteint ses yeux. Il est terrible jusqu'à présent. La semaine dernière, il a essayé de faire des spaghettis et a sommeau brûlé les nouilles. Mais il essaie, ce qui est plus que ce que je peux dire de nous tous avant. 2 jours plus tard, j'ai reçu un courriel de papa. Jamais porté sur les appels téléphoniques ou les conversations émotionnelles en personne, il avait choisi le moyen de communication le plus confortable pour lui. Le message était bref mais significatif. Alisa, je te dois des excuses. Pendant des années, j'ai profité des repas que tu préparais sans tenir compte du travail que cela impliquait ni proposer mon aide. Ton absence à Noël m'a montré à quel point je t'ai prise pour acquise. Je suis désolé. J'apprends à cuisiner maintenant, mal, comme ta mère te l'a probablement dit. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Merci pour tout ce que tu as fait. Bisous, papa. Court, direct et sincère, exactement comme mon père lui-même. J'ai répondu par un simple « merci, papa ». Ça compte beaucoup pour moi. Jane a mis plus de temps à se faire à l'idée. Ses premiers messages après mon retour étaient encore empreints de ressentiment, présentant mes décisions comme des attaques contre la tradition familiale plutôt que comme des limites nécessaires. Mais même elle a fini par tendre un rameau d'olivier, m'invitant à prendre un café pour mettre les choses au clair. Je pense toujours que tu aurais pu choisir un autre moment pour faire valoir ton point de vue que Noël, a-t-elle dit, ne voulant jamais complètement céder. Mais je comprends maintenant. Nous comptions trop sur toi et nous ne t'avons pas assez remarqué. Patrick, à ma grande surprise, est devenu mon plus grand allié dans la transformation de la famille. Ayant été témoin direct du désastre du dîner de Noël, il a développé une nouvelle appréciation pour le travail que j'avais accompli en silence pendant des années. Ça a été une vraie révélation, m'a-t-il dit un jour au déjeuner. Maman a eu une crise de nerfs complète en essayant de trouver comment synchroniser tous les différents plats. Papa s'est coupé le doigt en essayant de couper des légumes, et j'ai réalisé que je ne savais même pas où se trouvaient les tasses à mesurer dans la maison de nos parents après toutes ces années. Nous étions comme des enfants impuissants sans toi. Grand-mère Evelyne a été le dernier et le plus difficile des membres de la famille à aborder la situation. Notre première interaction après Noël a eu lieu lors d'un dîner de famille en janvier, où chacun a apporté un plat plutôt que de faire porter tout le fardeau à une seule personne. Alors, a-t-elle dit en me coinçant dans le couloir, tu es allé au Mexique pour Noël. C'est exact, ai-je confirmé, refusant de m'excuser. Elle m'a étudié avec des yeux perspicaces qui avaient vu plus de 8 décennies de dynamique familiale. Votre mère était dévastée. Je sais. Le dîner était immangeable. C'est ce que j'ai entendu. Nous nous sommes regardés un long moment avant que son expression ne s'adoucisse légèrement. De mon temps, les femmes faisaient ce qu'on attendait d'elles sans se plaindre. Nous mettions la famille en premier, toujours. Et étiez-vous heureuse, grand-mère, ai-je demandé doucement. La question a semblé la prendre au dépourvu. Heureuse? Ce n'était pas la question. La question était le devoir. Je pense qu'il est possible d'avoir les deux, ai-je suggéré, de servir sa famille par amour plutôt que par obligation, et d'être apprécié plutôt qu'attendu. Elle a réfléchi à cela, son visage ridé pensif. Peut-être, a-t-elle finalement concédé. Votre grand-père m'a toujours remercié pour ma cuisine, chaque repas pendant 52 ans. Il ne l'a jamais prise pour acquise. C'était une petite révélation mais une révélation significative. Même dans la génération de ma grand-mère où le devoir passait en premier, il y avait eu reconnaissance et gratitude, quelque chose que ma famille avait oublié de pratiquer. La prochaine grande réunion de famille a eu lieu pour l'anniversaire de papa en février. Pour la première fois en plus d'une décennie,
j'y ai assisté simplement en tant qu'invité, et non en tant que chef désigné. Maman m'avait demandé si je l'aiderais à planifier le menu, et non à prendre en charge la cuisine, et j'avais accepté cette demande raisonnable. Ce qui s'est déroulé a été quelque chose de tout à fait nouveau pour notre famille, un repas collaboratif. Maman et moi avons préparé les plats principaux ensemble, elle suivant réellement mes suggestions plutôt que d'insister sur sa propre voix. Papa a fièrement contribué une salade de pâtes de son cours de cuisine, rayonnant d'une fierté disproportionnée lorsque les gens se sont resservis. Jane a apporté le dessert et Patrick s'est occupé des boissons et de la mise en place. Plus remarquable encore, pour la première fois depuis des années, j'ai figuré sur chaque photo de famille, non pas sur les bords, non pas partiellement coupée, mais pleinement présente au centre du cadre, mon sourire sincère plutôt que crispé. Alors que nous nettoyions ensemble, nous tous, pas seulement moi, maman m'a prise à part. C'est mieux, a-t-elle dit simplement. Tout le monde contribue, tout le monde participe. J'aurais aimé que nous fassions comme ça depuis le début. Moi aussi, ai-je convenu. Mais je suis contente que nous ayons finalement trouvé notre chemin. Ma relation avec Robert s'est approfondie dans les mois qui ont suivi notre voyage au Mexique. Il m'avait vu à mon plus vulnérable et à mon plus autonome et m'avait soutenu dans les deux états sans essayer de contrôler ou de réparer la situation. Un soir tranquille à la maison, alors que nous préparions le dîner ensemble, il a demandé « Ça te manque, d'être la chef de la famille ?» J'ai réfléchi attentivement à la question. Certains aspects me manquent, ai-je admis, la créative générée par la technologie de traduction de pointe de Google.it, la satisfaction de créer quelque chose de beau. Mais l'épuisement, l'invisibilité, le manque d'appréciation ne me manque pas. Il a hoché la tête en remuant la sauce que nous préparions. Tu sais ce que je pense ? Quoi ? Je pense que tu pourrais encore être une excellente chef pour ta famille parfois, maintenant qu'ils te voient vraiment. La différence, c'est que maintenant ce serait un choix, pas une obligation. Un cadeau offert librement, pas un service attendu. Son intuition a profondément résonné en moi. C'était peut-être la vraie leçon de tout cela, la différence entre la générosité choisie et le sacrifice exigé, entre être apprécié pour qui l'on est et pour ce que l'on apporte. Le parcours de chef invisible à membre de la famille vu et apprécié n'a pas été sans ces moments difficiles. De vieux schémas refont parfois surface. De vieilles attentes ressurgissent occasionnellement. Mais maintenant, j'ai la confiance nécessaire pour les aborder directement plutôt que de supporter silencieusement le fardeau. J'ai appris que le véritable amour exige la réciprocité, que la famille devrait être une source de soutien, et non pas seulement une ponction de ressources, que les traditions ne sont précieuses que lorsqu'elles servent toutes les personnes impliquées, et non lorsqu'elles se font au détriment d'une seule personne. Plus important encore, j'ai appris que parfois il faut quitter la cuisine pour trouver sa place à table. Parfois, il faut décevoir les autres temporairement pour cesser de se décevoir soi-même en permanence. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour soi-même, et finalement pour sa famille, est de dire non lorsque dire oui diminuerait son esprit. Alors que je me tourne vers les futures vacances, je ressens quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis des années, de l'anticipation plutôt que de l'appréhension. Parce que maintenant, quand je cuisine pour ma famille, c'est par joie plutôt que par obligation. Et quand nous nous réunissons autour de la table, je suis là pour tout le repas, présente de corps et d'esprit, visible à la fois dans les souvenirs et sur les photographies. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'un rôle dans lequel vous étiez piégé pour être vraiment vu ? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si cela a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est parfois acceptable de donner la priorité à son propre bien-être. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souvenez-vous, votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous faites pour les autres, mais par qui vous êtes authentiquement.